à tous. Vous pouvez rentrer. Nous allons commencer la table ronde sur l'innovation industrielle répond-elle aux défis sociaux. Je vous invite à venir vous asseoir. Donc je suis Caroline Mini, chef de projet à la Fabrique de l'Industrie. Et ce matin, on est là pour parler de la manière dont l'industrie répond aux défis sociaux. Alors, première question, qu'est-ce qu'on entend par défis sociaux ? Donc c'est à la fois, on va l'aborder aujourd'hui au sens large, donc ça correspond à la lutte contre le changement climatique, la préservation de l'environnement, la santé, l'éducation, le développement de mobilité et de villes durables et l'épanouissement des salariés. Alors l'industrie est à la fois pourvoyeuse de solutions durables mais aussi source de pollution. Donc le véhicule électrique notamment nous permet de nous déplacer de façon plus propre. Les énergies renouvelables nous fournissent une énergie décarbonée. Mais en même temps, pour beaucoup, l'industrie est vue comme une source de pollution. Donc comment l'industrie vient-elle répondre à ces défis sociaux ? Et donc j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau ce matin Augustin Bourguignat, donc secrétaire confédéral en charge des politiques industrielles et de la recherche à la CFDT. Frédéric de Bourmont, directeur développement gaz chez Endel, filiale du groupe Engie. Et François de Fonréau, en charge donc, des ressources humaines pour les affaires industrielles du groupe Sanofi. J'aimerais à la fin de la séance pouvoir vous laisser 10 minutes pour que vous puissiez poser vos questions. Et je vais tout d'abord commencer donc, par Augustin Bourguignat. Donc, comment concilier les intérêts des entreprises et les défis sociaux ? Bien, merci Caroline et bonjour à toutes et à tous. Alors pour un représentant des salariés, je pense qu'il y a deux niveaux de réponse. Le premier niveau, c'est dans l'entreprise vis-à-vis des salariés. Comment concilier l'exigence de la compétition économique et la prise en compte des attentes et des besoins des salariés. Alors je vais peut-être un petit peu tuer le débat. Moi, ma conviction, c'est que c'est évidemment compatible et c'est une ambition forte qu'on a. En fait, ce sont les deux pièces d'une même face. Une entreprise dans laquelle les salariés sont épanouis au travail, où ils sont fiers de leur travail, où ils sont fiers de l'image de leur entreprise, où ils ont des perspectives de carrière, où ils se sentent en sécurité pour prendre des risques, innover et construire leur vie personnelle, où ils participent à un projet collectif et ils ont l'occasion de là aussi se faire entendre. C'est une entreprise qui est productive, qui est compétitive et donc concilier compétitivité, recherche de performance et la prise en compte des besoins sociaux des salariés, c'est tout à fait compatible évidemment. Alors c'est un objectif, il reste encore beaucoup de choses à faire, on le fait au quotidien avec nos partenaires dans les entreprises. Le deuxième niveau, il est au-delà de l'entreprise, c'est finalement le rapport de l'entreprise à la société. Comment est-ce qu'une entreprise parvient dans son activité économique à profiter à l'ensemble de la société, aux citoyens que nous sommes par rapport aux défis qu'on connaît, comme par exemple la transition écologique aujourd'hui. Là encore, ma conviction, c'est que c'est tout à fait compatible. Il y a déjà un sujet RH qui est important, qui monte, c'est qu'il y a notamment pour les jeunes générations à laquelle j'appartiens, il y a un besoin de sens au travail. Et lorsqu'on suit un processus de recrutement dans une entreprise, on est très vigilant sur la mission que dans l'entreprise, sa finalité, la façon dont, à titre personnel, on se retrouve dans les valeurs d'une entreprise. Et ça, c'est quelque chose, je pense que les autres personnes sur la table auront l'occasion d'en parler, c'est quelque chose qui est très important. Et puis, dans l'industrie, on l'a vu, vous l'avez dit Caroline, les entreprises industrielles, elles répondent à des défis sociétaux en permanence. C'est vrai dans le domaine de l'énergie, c'est vrai dans le domaine des médicaments, évidemment, on aura l'occasion de le dire. Donc voilà, c'est là encore, c'est un peu un lieu commun. Et cette prise en compte des besoins sociaux dans l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise, dans la société, je crois que ma conviction, c'est que c'est quelque chose qui est de plus en plus partagé dans la société, de plus en plus partagé dans les entreprises aussi, notamment à la faveur de l'arrivée de jeunes générations peut-être plus exigeantes sur ce point-là. Pour autant, il faut aller encore plus loin. Et là, on touche notamment des questions de gouvernance. Comment, dans la gouvernance des entreprises, on crée un cadre qui permette aux entreprises de faire plus pour la société. Et là, je crois qu'on va plutôt dans le bon sens. Il y a eu par exemple la loi Pacte qui a été récemment, qui est encore au Parlement, mais dans lequel on transforme l'objet social de l'entreprise. On dit que l'entreprise doit aussi prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux, ce qui est très important. C'est aussi le cas des entreprises à mission. Une entreprise comme Nutriset, par exemple, en Normandie, qui se donne comme objectif, comme finalité de son action, non pas simplement le profit qui est nécessaire, mais qui sert à faire
qui doit avoir qui est nécessaire pour les objectifs, mais aussi le fait de réduire la malnutrition dans le monde. Voilà, c'est avec des projets collectifs comme ça que les entreprises aussi évoluent. On pourrait citer aussi le cas de l'investissement socialement responsable qui contribue à faire évoluer la gouvernance des entreprises. Voilà, il y a, et tout ça, on va plutôt dans la bonne direction. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais je crois que de plus en plus, à la fois les salariés, les entreprises, la société tout entière commence à vraiment se saisir de ces enjeux pour concilier la compétition économique nécessaire et puis qui est très réelle avec la prise en compte de besoins en interne et vis-à-vis de la société. Et donc tout à fait, donc quand on parle de gouvernance, de responsabilité sociale et environnementale, on en vient un petit peu à la stratégie de l'entreprise. Donc François de Fonréau, donc Sanofi est leader de la santé. Donc comment au sein de votre entreprise ces enjeux sont intégrés dans la stratégie? Écoutez, moi je vais vous proposer une réflexion un peu plus proche de l'entreprise elle-même et du terrain. Dans la pharmacie, l'innovation qui sort de nos laboratoires est de plus en plus sophistiquée, de plus en plus complexe, de plus en plus ciblée. Et ça veut dire que lorsque l'on se retrouve dans les phases industrielles, les métiers changent de façon extraordinaire. Pour illustrer, entre la fabrication d'une pilule de Doliprane, que tout le monde connaît ici, et l'industrialisation de médicaments qui sont issus des biotechnologies, il y a à peu près la même différence qu'entre fabriquer un véhicule d'entrée de gamme ou fabriquer un Airbus A320. Ça vous donne un peu l'échelle de l'évolution que cela représente. Donc pour moi, un des enjeux clés dans l'entreprise, c'est d'anticiper et de préparer les hommes et les femmes aux métiers qui sont en train d'évoluer. Alors vous allez me dire, c'est pas nouveau, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, on fait ça depuis des années en France. Mais ce qui est nouveau, c'est que, alors que dans le passé, c'était assez cantonné à un dialogue ressources humaines, syndicats, maintenant ces sujets-là sont à l'agenda des comités de direction des grands groupes et la capacité à préparer les gens, hommes et femmes, aux métiers de demain devient clé. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on ne sait pas faire. On l'a fait dans le passé en transformant des usines de chimie vers des usines de biotechnologie. Mais c'est de plus en plus rapide, de plus en plus profond, donc de plus en plus exigeant du point de vue de l'entreprise. Et si on n'y arrive pas, on a des problèmes de turnover. Aujourd'hui, déjà, on a du mal à recruter dans un pays comme l'Allemagne, par exemple, parce qu'il n'y a pratiquement plus de chômage. Et à Boston, on a 20% de turnover. En Chine, 30%. Donc, ça devient un vrai enjeu business. Oui, c'est vrai que l'enjeu aussi donc, est lié à la mission de l'entreprise, à l'objectif. Donc, notamment, Engie a un objectif de 100% de gaz renouvelable d'ici 2050. Donc, comment faites-vous, Frédéric de Bourmont, pour préparer du coup l'entreprise et puis les équipes pour aller vers cet objectif très ambitieux? Ouais, donc je voudrais revenir là, sur cette question qui était comment on réconcilie les intérêts sociaux et donc les intérêts de l'entreprise. Donc Engie, qui est un énergéticien, a décidé de mettre un cap très clair sur la production d'énergie décarbonée. Donc ça, c'est une orientation stratégique qui est liée aussi au fait d'être totalement connecté avec les parties prenantes. Quand on dit les parties prenantes, donc, ce sont nos consommateurs, ce sont les territoires, ce sont les politiques publiques énergétiques. Et donc, tout le monde est bien au courant qu'on a un enjeu climatique fort et ça passe par diminuer l'émission de carbone. Donc le cap énergie décarbonée avec en 2050 100% du gaz renouvelable dans les réseaux, c'est un vrai défi. On avait le gaz de houille qui est arrivé et qui éclairait les villes dans les années, au 19e siècle. Premier passage au gaz naturel dans les années 1970 qui a permis de rendre l'accès au gaz naturel à beaucoup plus de monde et avec un gaz naturel beaucoup plus conforme en termes sanitaires, parce que le gaz de houille, ça donnait des maux de tête, il y avait du monoxyde de carbone. Et donc aujourd'hui, on est à l'aune d'une troisième révolution pour le système gazier. Et l'une des solutions, c'est la méthanisation. Alors la méthanisation, ça a été détecté en 1800. La première réalisation industrielle, ça a été en 1900. Et puis aujourd'hui, on a tous les ingrédients pour basculer dans un développement massif de la production de méthane, de biométhane, sur le territoire français. Alors ça contribuerait fortement à une économie circulaire parce que comment on produit du biométhane, c'est avec la plupart du temps les déchets agricoles.
Donc ça serait une source de revenus supplémentaire pour le secteur agricole. Mais pour ça, ça change complètement notre système gazier. Aujourd'hui, le gaz, il arrive de 5 grands points frontières qui sont du pays du Nord, de la Russie ou par bateau les méthaniers. Demain, si je me projette en 2030 déjà, si je veux atteindre les objectifs, ça représente plus de 1500 points d'injection parce que le modèle, c'est quoi? Vous construisez une unité de méthanisation sur un territoire donné qui va collecter les déchets agricoles aux alentours, donc vous êtes en proximité. Et ce que vous obtenez en production de biométhane, vous l'injectez dans le réseau en local. Et on comprend bien qu'exploiter un réseau de distribution qui fait 200 000 km de réseau en France, plus de 30 000 km de réseau de transport en France, eh ben on ne va pas l'exploiter de la même façon que quand on a 5 gros points d'injection que si on a des milliers. Donc ça a un impact en termes de conception design de nos réseaux, ça a un impact en termes de métier sur nos opérateurs, sur la maintenance de ces points d'injection. Et puis, je rebondis sur ce que vous disiez sur la fierté d'appartenance à une société qui propose un nouveau modèle énergétique. Et ben, quand on parle d'épanouissement au travail ou donner du sens au travail, vous arrivez à embarquer sans trop de problèmes vos salariés dans un beau projet où vous passez d'un monde énergétique centralisé, carboné, à un monde énergétique décarboné et décentralisé. Et pour revenir à l'innovation industrielle, donc ça intègre évidemment les leviers numériques. Et donc, Frédéric, comment faites-vous en utilisant les leviers numériques pour justement mieux intégrer ces enjeux et les enjeux sociaux au sein d'entreprises? Alors, si je reprends toujours cet exemple du défi de transformer notre système énergétique, j'ai dit qu'il était décarboné, décentralisé dans le nouveau modèle, mais il va être aussi digital parce que sans le digital, on aurait du mal à exploiter un réseau gazier avec une telle complexité. Vous n'avez pas du tout la même complexité. Donc ça veut dire que les enjeux pour nous, c'est mettre plus de software, de logiciels, de capteurs qui vont permettre de piloter ce réseau pour que, vous voyez bien, en journée, entre le matin et le soir, on n'a pas la même consommation de gaz. On prend des douches, on fait la cuisine. Maintenant, si je passe entre l'été et l'hiver, on n'a pas du tout la même consommation. Et pourtant, nous, ce qu'on veut, c'est que les producteurs de méthanisation, ils ont une production annuelle à l'année constante. Donc, sur notre réseau, on va avoir un système de pilotage beaucoup plus complexe. Et là, le digital, il prend toute sa place, parce que sans ce digital, ça serait quasiment impossible d'avoir cet équilibrage. Autre aspect pour le digital, avoir une bonne connaissance de la façon dont mon réseau fonctionne, une bonne maintenance prévisionnelle de mes installations, le digital le permet de le faire parce que par la mise en place de capteurs spécifiques, par la capitalisation dans des bases de données et par l'analyse de tout ce système Big Data, on peut dire, on améliorera en continu à la fois la performance de l'exploitation de ces réseaux et à la fois la disponibilité de ces installations. Donc là, tout le digital prend sa place et ça veut dire aussi des nouveaux métiers parce que nos opérateurs qui faisaient la maintenance sur des installations spécifiques sans ce digital, on va les accompagner pour aller faire monter en compétences là-dessus. Oui, tout à fait. Donc le digital transforme les métiers, les processus de production et donc du coup fait appel à de nouvelles compétences, d'où l'enjeu essentiel de formation des salariés. Et donc Augustin Bourguignon, vous, quelle est votre vision de cette transformation des compétences via les outils numériques ? Alors, pour répondre, peut-être ça ne vous dérange pas, Caroline, j'évoquerai la partie compétences plutôt dans la partie accompagnement, donc un peu dans la partie. Pour répondre à cette question, donc, comment les entreprises utilisent le levier numérique, moi je souhaiterais, comme représentant des salariés, me tourner vers l'entreprise elle-même, peut-être moins évoquer la question des défis sociaux extérieurs, on va dire. Et ce qui est clair, et là il y a deux niveaux de réponse. Le premier niveau, c'est que le numérique constitue une opportunité pour transformer les entreprises de façon systémique, pour changer de modèle d'affaires. C'est par exemple ce qu'on entend autour de l'économie de la fonctionnalité, le sur-mesure. C'est aussi une occasion de changer de mode de management, davantage horizontal, de répondre à un certain nombre de défis sociétaux, c'est vrai, on vient de le dire. Et en même temps, et je pense que c'est utile de préciser que la transformation numérique, elle est réussie que lorsqu'elle s'accompagne d'une profonde transformation de l'ensemble de l'entreprise. C'est-à-dire que quand on parle de digital, on ne parle pas de tablettes, on ne parle pas simplement de technologie. En fait, on parle c'est le travail qu'on change, c'est l'organisation, c'est son rapport au travail, même au lieu. Enfin, c'est tout un bouleversement. Et
par moment, on peut avoir une approche un peu technocentrée et passer à côté de certains enjeux. Il y a un éditorialiste des Échos qui s'appelle Jean-Marc Vittori, qui avait un édito il y a 2 semaines dans les Échos où il disait justement que parfois on voyait des robots et des tablettes qui prenaient la poussière dans un coin de l'atelier parce qu'on avait greffé une technologie finalement sans s'assurer qu'on transformait tout le travail, son organisation. Et ça, c'est un premier message important. Le deuxième message, qui est peut-être plus provocateur, et peut-être que dans la séance de questions, on y reviendra, c'est finalement, est-ce qu'il y a une bonne et une mauvaise utilisation du numérique? Est-ce que c'est possible? Moi, ma conviction, c'est que je pense qu'il y a une bonne et une mauvaise utilisation du numérique. Alors, c'est un débat de longue date en philosophie des sciences, pour ceux qui sont adeptes de ça. Pour moi, j'ai choisi mon camp et la technologie n'est pas déterministe. C'est-à-dire qu'elle n'est ni bonne, ni mauvaise, ni neutre. Et une même technologie peut être très positive ou être plus négative selon la façon dont elle est utilisée. Et moi, je le vois dans des exemples très concrets. Quand on équipe un opérateur d'objets connectés, par exemple, ça peut lui permettre d'enrichir son travail, ça peut l'aider dans la réalisation de ses tâches. Et en même temps, dans d'autres entreprises, je pense à un site logistique en particulier que j'ai visité il y a quelques temps, on a des opérateurs qui obéissent à une voix digitale qui leur donne des instructions. Les opérateurs répondent OK, OK, OK. Et ce qui est terrible, c'est que les conjoints de ces opérateurs disent que la nuit, parfois, certains répètent OK, OK, OK. Enfin, on a parfois des dérives, mais il faut surtout pas c'est pas la technologie qu'il faut condamner. Il faut pas être pour ou contre, par exemple, le digital. Simplement dans la façon dont on le met en place, et c'est ça qui est important. Et il faut qu'on ait, notamment dans l'entreprise, entre direction et organisation syndicale, il faut reconnaître que la technologie n'est pas neutre et donc dire que ça génère des opportunités, des menaces et qu'il faut parvenir à les traiter. Et pour nous, évidemment, ce qu'on défend, c'est que le numérique, c'est une formidable opportunité, mais qu'on doit mettre au service de l'humain dans l'entreprise, d'un modèle économique qui est fondé sur la qualité. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui se construit au niveau de chaque entreprise. Encore une fois, c'est pas avec des grands discours macro qu'on fait ça. C'est vraiment sur le terrain, chaque projet, qu'on puisse avoir des échanges, des débats pour que chacun se sente grandi finalement par le digital et le numérique. Tout à fait, merci pour votre intervention. Donc, François de Fonréau, donc par rapport à cette question de la technologie au service de l'humain, comment ça se passe dans vos équipes? Alors, je ne vais pas vous faire un grand discours, je vais surtout vous inviter, quand on aura terminé, à tourner à gauche, là, vers la fabrique, et aller voir le stand de Sanofi, et vous allez trouver une tour de contrôle numérique. Alors, qu'est-ce que c'est une tour de contrôle numérique? C'est un écran sur lequel un opérateur ou un ingénieur ou un technicien peut suivre en temps réel tout ce qui se passe dans l'usine. On va lui dire, attention, sur tel lot, vous allez avoir un retard de livraison. Alors pourquoi? On va aller voir où se trouve le lot dans l'atelier. On va aller voir que le problème, c'est qu'il y a un problème de maintenance sur la machine numéro un tel, et que le problème, c'est la pompe, et que la pompe va tomber en panne d'ici 2 semaines, avec une probabilité de 80%, que pas de chance, vous n'avez pas la pièce pour la remplacer, mais qu'un collègue dans une autre usine a cette pièce. Et lorsqu'il faudra mettre la pièce sur la machine, vous serez guidé par un tutoriel électronique qui va vous dire comment le faire. Alors pourquoi je vous raconte ça? Je vous raconte ça parce que je pense que le numérique a un impact extrêmement positif sur l'intérêt du travail et sur les conditions de travail. Parce que si vous êtes devant cet écran qui vous donne toutes ces informations, premièrement, vous avez des informations communes et partagées. On n'a plus besoin chacun d'avoir ces informations qu'on avait sur un fichier Excel, qu'on partageait, qui n'étaient pas les mêmes, qui étaient inexactes, qui étaient imprécises. Là, il y a les mêmes informations pour tout le monde. Et à partir de là, vous pouvez vous concentrer non pas sur la recherche de l'information, mais sur la solution. Et c'est infiniment moins anxiogène et stressant que par le passé, où on intervenait dans l'urgence, en mode pompier. Donc les conditions de travail, grâce au numérique, font un progrès que tout le monde voit dans l'entreprise. Dans 2 ans, on va inaugurer une usine à Boston. Je vous dis dans 2 ans parce que dans la pharma, ce sont des cycles très longs et c'est très réglementé. Mais il y aura une usine dans laquelle vous ne trouverez plus une seule feuille de papier. Plus une seule. Alors, bien sûr, il faut accompagner les hommes et les femmes, mais croyez-moi, le niveau d'adoption de ces technologies est extrêmement positif et extrêmement rapide.
Oui, tout à fait. Il y a des études qui montrent que les Français ont une appétence pour le numérique et au niveau individuel et qu'ils maîtrisent plus vite les nouvelles technologies que dans d'autres pays européens. Et donc, c'est vrai que ce sujet de l'accompagnement, au final, est très important avec le développement de ces nouvelles compétences, de ces métiers. Et du coup, je voulais revenir, François de Fonréau, sur comment sont accompagnés les collaborateurs du coup, dans ces transformations, qu'elles soient numériques ou écologiques. Alors, numérique, écologique, il y a plusieurs niveaux de réponse. D'abord, comme je vous disais, l'adoption du numérique se fait incroyablement facilement et beaucoup plus facilement que moi je ne le pensais. Et ça n'est pas une question de génération. Ce n'est pas parce qu'on a 50 ans qu'on ne s'intéresse pas au numérique. C'est moi qui le dis parce que j'ai les cheveux blancs. Mais oui, bien sûr, les millennials vivent avec ça tous les jours, mais on n'a pas tellement de difficultés avec des gens moins jeunes à faire adopter ces technologies-là. L'adoption, elle vient du fait que ces outils facilitent le travail. Donc si vous avez quelque chose qui vous facilite le travail, eh ben, vous achetez, vous prenez et vous travaillez avec. Du côté environnemental, moi je pense qu'il y a d'abord l'obligation de l'entreprise de répondre aux aspirations dans ces domaines-là des salariés. C'est un petit peu ce que vous disiez quand vous parliez de sens. Je ne sais pas si c'est nouveau, la recherche du sens, mais aujourd'hui, si vous êtes une entreprise qui ne s'intéresse pas à l'écologie, qui ne s'intéresse pas à la diversité, qui ne s'intéresse pas à l'inclusion, du handicap, des jeunes, de l'alternance, si vous ne vous intéressez pas à comment accompagner les plus faibles dans l'entreprise, ou ceux qui sont touchés par des maladies. Chez Sanofi, on a un dispositif pour les gens qui reviennent après un cancer, par exemple, et qui sont forcément fragilisés dans leur parcours. Si vous n'avez pas cette vue un peu holistique de la place de l'entreprise dans la société, eh bien vous êtes moins attractif, vous intéressez moins les gens, et finalement, vous n'arrivez pas à répondre à votre besoin d'attirer les meilleurs talents. Donc voilà un peu le lien que je ferai entre les deux. Et donc, pour revenir donc, sur Frédéric de Beaumont, ce que vous disiez sur cet objectif de transition énergétique et donc l'impact aussi des leviers numériques dans le process de production, comment est-ce que vous arrivez, donc vous êtes manager d'équipe, à embarquer du coup les hommes et les femmes qui travaillent avec vous dans cet objectif et cette transformation? Alors, pour l'accompagnement des salariés là, sur le numérique, je vais prendre un exemple concret là, sur tout ce qui est, nous, ce qu'on appelle l'opérateur connecté. Nous, on a des opérateurs, des mainteneurs qui interviennent sur des installations industrielles. Et l'opérateur connecté, c'est d'avoir embarqué tout sur une tablette en termes de documentation pour que les modes opératoires, les analyses de risque, tout ce qui tenait dans un énorme classeur auparavant qu'on pouvait laisser dans le véhicule ou quoi que ce soit, on l'est sur place. Et donc, on a un certain nombre de documents de référence à disposition. Ensuite, lorsqu'on réalise l'activité, au lieu de revenir ensuite le soir au bureau et de recopier ce qu'on a marqué sur son papier sur l'ordinateur, on peut saisir directement le compte rendu de l'activité, faire un certain nombre de photos. Donc, ça répond à différents objectifs. Ça, déjà, on a un gain de temps énorme sur la traçabilité. On a une traçabilité de meilleure qualité. On a une transparence vis-à-vis du client parce que ce sont des comptes rendus d'activité qu'il peut avoir en temps réel. Et puis je rejoins sur le fait qu'on a une unicité d'information. Aujourd'hui, avec le numérique, on a des bases de données où on peut être interconnecté entre différents utilisateurs sur une donnée qui est la même, qui est unique. Mais pour faire ça, il faut revoir les processus de l'entreprise en profondeur. Donc je rejoins ce que vous disiez sur si on ne regarde pas avec assez attention l'impact de l'introduction d'une nouvelle technologie sur le digital, sur le numérique, et qu'on colle ça simplement comme une nouvelle couche, bah le risque, c'est qu'on passe complètement à côté et qu'on retrouve une tablette dans un atelier sur le côté. Parce que finalement, on n'a pas co-construit avec les salariés, on n'a pas identifié les points de boclage, et pensant qu'on apportait une solution avec du bénéfice pour tout le monde, en fait, on crée de nouvelles contraintes. L'autre risque aussi, c'est qu'on met une couche de digital. Le digital, ça va beaucoup plus vite. Donc, tout le monde voit dans ses boîtes mail combien de mails on peut avoir. Donc, on arrive à des goulots d'étranglement. Donc, il y a un travail d'accompagnement qui va être sur de la formation,
mais sur la redéfinition des processus par rapport à l'introduction de cette nouvelle technologie. Et ensuite, le management doit énormément être impliqué pour accompagner au quotidien. Après, si je reviens sur l'arrivée de toutes ces nouvelles technologies au sens large, sur le numérique, nous, on a des populations vieillissantes, on a des nouveaux entrants. Donc moi, ce que j'aime bien créer, c'est ce que j'appelle le binôme vieux briscard, jeune premier, parce que le vieux briscard, il a une très bonne connaissance métier, il a une très bonne connaissance terrain, il a une forte expérience. Et il a souvent beaucoup de plaisir à transmettre sa compétence, son expérience à un nouvel arrivant. Le nouvel arrivant, lui, il est très agile avec tous les outils numériques. Donc les tutoriels, tout ce qu'on peut retrouver en vidéo, style YouTuber, eh ben, il va le prendre sans problème pour se former. Mais en complément, il faut quand même un accompagnement, parce que quand on intègre une entreprise, il y a quand même une culture d'entreprise. Il y a des procédures spécifiques quand on intervient sur des sites industriels exigeants en sécurité. Donc il faut bien l'environner. Donc le numérique, finalement, il va permettre de mieux capitaliser la compétence, le savoir-faire, l'expérience, en l'organisant pour avoir des intégrations plus réussies, mais toujours avec un accompagnement humain pour une belle intégration dans l'entreprise. Je comprends aussi qu'il y a un accompagnement entre générations, aussi entre des personnes plus expérimentées qui accompagnent des jeunes. Et c'est notamment tous les systèmes d'apprentissage et d'alternance qu'on voit aujourd'hui se développer. Augustin Bourguignon, du coup, est-ce que vous souhaitez réagir, compléter par rapport à ce que disait Frédéric? Oui, alors, donc je trouve très intéressant de partager un peu l'intérieur de ce qui se passe dans les entreprises avec des cas très concrets. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que sur cette question d'accompagnement des collaborateurs dans la transformation numérique, j'identifie là encore deux niveaux. Il y a un premier niveau, c'est la question des compétences, qui est un enjeu clé. On l'a déjà évoqué. Ce que j'évoquais tout à l'heure en disant que et ce que Frédéric soulignait également, quand on met du numérique, en fait, on transforme l'entreprise, toute l'organisation du travail. C'est vraiment un changement de modèle. Et parfois, on peut finalement se concentrer sur certains métiers. Je pense à des métiers un peu pointus, comme on entend par exemple la question des développeurs, la question des data scientists, par exemple. Donc des métiers assez précis, très haut niveau, etc. Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est l'ensemble en fait de l'entreprise qui se transforme, et donc l'ensemble des compétences, et tout le monde est impacté. Et donc ça suppose notamment de développer davantage des compétences transversales, notamment dans le management. Comme on l'évoquait précédemment, le rôle du manager évolue profondément dans une entreprise davantage digitalisée. L'autre élément qui me semble important, et en particulier pour les personnes les plus éloignées du numérique, c'est que on se rend compte que la société numérique est une société de l'écrit. Donc lire, écrire et compter, quand on utilise des tablettes, quand on utilise des logiciels, ça devient indispensable. Et en France, il y a près d'un salarié sur 5 qui est en difficulté dans son travail parce qu'il ne maîtrise pas forcément ses compétences. Et donc au-delà des compétences très pointues finalement qu'on pourrait imaginer quand on parle de digital, il faut aussi revenir un peu à la base, on va dire, et s'assurer que l'ensemble des salariés puissent être accompagnés, y compris sur des compétences qui ne viendraient pas comme ça en tête. Le deuxième niveau, le deuxième enjeu, c'est la question de la méthode. Comment réaliser cette transformation. Alors moi je suis parfois un peu provocateur, et je dis finalement on parle beaucoup d'industrie du futur, mais on ne parle pas beaucoup de dialogue social du futur, et c'est un peu dommage. Je pense qu'il faut aussi qu'on se transforme tous dans nos relations, dans la façon de co-construire ensemble. Nous à la CFDT, ce qu'on porte, c'est que les directions et les organisations syndicales au niveau de l'entreprise doivent travailler de concert, elles doivent anticiper, elles doivent identifier les gagnants et les perdants de ces transformations, trier les évolutions qui vont dans le bon sens et celles qui sont plus à courte vue, on peut dire, négocier des dispositions qui font de ces évolutions technologiques une chance pour tous et accompagner les salariés. Et ça, moi, ce que j'observe, je me rends régulièrement en Allemagne, j'y serai encore mercredi prochain à Düsseldorf, c'est que dans certaines entreprises, on a encore des démarches d'amélioration. Si on suit ce qui se fait en Allemagne, par exemple, deux exemples concrets sur la façon dont direction et organisation syndicale trouvent des compromis utiles au plus près du terrain. Chez Volkswagen à Hanovre, sur vraiment des dispositions industrie du futur, pour préserver l'autonomie des salariés et limiter ce qu'on appelle l'intensification du travail, et bien chez Volkswagen, on arrête les travails à la chaîne.
chaîne dans l'automobile, par exemple. Et on a une production qui n'est pas cadencée. Ça, c'est intéressant. Et parfois, on en est un peu plus loin en France. De même, dans une société numérique, davantage horizontale, ça peut être utile de permettre aux salariés d'être plus flexibles sur leur horaire de travail, d'avoir des horaires variables. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe aussi à Hanovre chez Volkswagen. Et alors là, on revient un peu sur des choses qu'on a beaucoup appris en école d'ingénieur. Moi, j'y suis également passé. C'est les stocks, la question des stocks. Et bon, par exemple, à Hanovre, chez Volkswagen, on assume d'avoir des stocks qui permettent aux salariés de s'organiser un peu davantage comme ils veulent, etc. Voilà, ces compromis, ces solutions finalement dans lesquelles tout le monde a intérêt, il faut les construire au plus près du terrain et inventer un peu cette nouvelle méthode. Mais il y a beaucoup d'entreprises où ça se fait déjà. Il faut juste accompagner et intensifier le mouvement. Très bien, merci beaucoup pour vos interventions. Je voudrais ouvrir les questions au public, savoir si vous avez des questions à poser à nos intervenants. Par rapport aux compétences, c'est qu'on a pas mal parlé de transformation des métiers dus au numérique. Donc il y a des nouvelles compétences qui seront nécessaires, des compétences pointues, donc très techniques, mais aussi des compétences liées à l'écriture et la lecture. Oui, pardon. Merci. Oui, bonjour. J'avais juste une question. Vous parlez d'accompagnement des salariés pour leur faire toucher le numérique. Mais est-ce qu'ils sont toujours, enfin vous en avez parlé un petit peu là, monsieur de Bourmont, je pense, est-ce qu'ils sont associés à la mise en place de ces process ou de ces procédures pour éviter, pour obtenir leur adhésion? Parce que si on leur impose, souvent, on revient aux vieilles habitudes, alors que si on est associé à la création, même si ça peut être un peu conflictuel au moment de la mise en place, après, je pense que c'est bénéfique. Alors, quand on met en place, alors si je pense à l'opérateur connecté qu'on a mis en place chez Handel, au démarrage, vous avez un besoin qui est exprimé en termes de renforcer la traçabilité, une meilleure performance aussi qu'on analyse par ce biais-là. Donc ça part d'un besoin client. Et donc la façon dont c'est construit pour identifier la façon dont on va le mettre en place, on va associer forcément les opérationnels. Bon, en l'occurrence, vous dire à la définition initiale du projet tel qu'il a été mis en place, est-ce que le salarié qui allait l'utiliser au quotidien avait été associé? Je n'ai pas la réponse. D'accord, le projet, il dure. En revanche, ce qui est clair, c'est qu'une fois que vous mettez en place cette solution, que vous l'avez développée, vous faites une première expérimentation sur une équipe spécifique. Donc nous, on avait identifié un contrat spécifique et on l'a mis en test. Donc ce qu'on a vu, c'est que c'était bien approprié pour un secteur donné. Après, il y a eu une tentative de déploiement dans toute l'entreprise. Le secteur chez qui ça fonctionnait, ça a continué à se développer, mais avec quelques freins, parce qu'on a quand même à retravailler les processus, et donc ça a été refait. Mais on a vu le mettre en place dans un autre secteur, qui n'était pas aussi exigeant en termes de traçabilité, qui n'avait pas les mêmes besoins. L'entreprise a perdu un peu de temps, parce qu'on a voulu mettre en place ce même outil, et finalement, ça n'a pas pris. Et on a trouvé à certains endroits des tablettes qui étaient sur les bureaux, et puis même des équipes qui se disent c'est pas mal cette traçabilité immédiate, c'est pas mal d'avoir une capitalisation aussi et de pouvoir l'exploiter. Donc on commençait à développer d'autres types de solutions embarquées sur de la tablette en plus avec des softs un peu différents, des softwares différents. Bon, l'entreprise, à un moment, a vu cette inadéquation et a relancé un nouveau projet spécifique pour ces différents secteurs. Et donc là, maintenant, on a un outil beaucoup plus souple. Donc forcément, les opérateurs, ils sont toujours associés dans le premier plan d'expérimentation. Après, on fait en sorte que dans les équipes de définition, on ait au moins des managers opérationnels qui y soient. Parce qu'en effet, de toute façon, au final, il faut que l'opérateur y retrouve un intérêt. Donc plutôt de se dire, je vais être fliqué, ça va me faciliter mon travail, je vais avoir un client plus satisfait. Et en plus, quand je vais refaire une intervention dans 1 an ou dans 2 ans, j'ai une belle traçabilité qui me permet de... Et pas d'essayer d'aller retrouver le fichier Excel où je ne sais même plus sur quel répertoire il est. Vous ne savez pas compléter. Est-ce que vous souhaitez compléter la réponse ? Juste 2 mots pour compléter la réponse. Je crois que la réponse à votre question est dans la culture d'entreprise. Ce n'est pas simplement parce que c'est du numérique que l'on va impliquer ou non. Est-ce que vous avez une culture qui implique
l'ensemble des collaborateurs. Et chez Sanofi, en particulier dans les usines, on a une culture où sur le terrain, les opérateurs participent à la définition du planning, des objectifs, de la réussite ou non de ce que l'on fait. Simplement pour le numérique, il y a un élément supplémentaire, c'est que quelquefois le laïc ne sait pas ce qu'il peut obtenir avec du numérique. Donc là on a besoin de quelques experts qui poussent l'horizon un peu plus loin, ce que quelqu'un qui ne connaît pas le sujet n'aurait pas imaginé parce qu'il ne connaît pas, tout simplement. Je veux juste compléter par rapport au numérique. Il y a quelques années, les entreprises, on avait les fonctions métiers opérationnelles qui étaient, on va dire, les donneurs d'ordre de l'IT dans l'entreprise. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, aujourd'hui, dans les comités de direction, maintenant, on a une représentation dans un membre du comité exécutif qui représente la fonction digitale informatique. Donc ça veut dire que ce n'est plus les fonctions métiers qui décident, comme si elles étaient clients et donneurs d'ordre à la fonction informatique, de dire tu vas me faire ça. C'est plutôt qu'en repartant du besoin client ou du besoin marché, on imagine collectivement, avec ce que peut apporter le digital en plus, les solutions nouvelles. Donc c'est une approche complètement différente en termes de construction nouvelle. Très bien, merci. Oui, il y a une autre question, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, vous avez parlé donc des opérateurs, des compétences et de la transformation. Mais moi j'ai une question sur le management, parce que le management intermédiaire notamment est aussi en transformation avec un rapport au temps qui change avec le digital et une posture qui évolue. Comment est-ce que vous accompagnez les managers qui parfois ont conquis ce poste par rapport à cette mutation rapide et cette redistribution des cartes? Alors, très rapidement, et puis je laisserai parler mes collègues, c'est une vraie bonne question et je ne suis pas sûr qu'on ait toujours la bonne réponse, pour être honnête avec vous. Parce que ce que le numérique apporte, c'est que l'information est disponible à tous. Alors que dans le passé, quelquefois, le management intermédiaire possédait l'information et ça devenait un instrument d'influence ou de pouvoir. Ça disparaît complètement et ça devient transparent. Et donc, le positionnement du manager par rapport à ses équipes et par rapport à ses hiérarchies a besoin de changer. Donc, je crois que c'est beaucoup d'accompagnement, c'est beaucoup d'exemplarité. Ça veut dire que c'est très difficile. Alors, pour compléter, au-delà du digital, j'ai envie de dire la fonction managériale, de toute façon, l'entreprise évolue. Nous, dans les domaines de l'industrie, on avait quand même un certain nombre de managers qui montaient par rapport à la réussite métier qu'ils avaient eue. Moi, c'est ce que j'appelle le développement vertical. Voilà, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je prends une marge N+1, je maîtrise totalement ce que font mes nouveaux N-1, que j'étais moi-même. Et donc, finalement, j'apporte une sorte de sécurité dans le pilotage de ma structure. Aujourd'hui, avec toutes les transformations rapides que l'on a, personne ne peut être expert et un manager, il ne peut pas être expert de tous ces domaines. En revanche, le manager, il doit savoir s'entourer de différents experts dans les différents domaines et de créer le contexte pour que toutes ces différentes dimensions métiers puissent répondre à nos enjeux de satisfaction du client, de délivrer les bonnes prestations. Donc en gros, le profil du manager, il doit être beaucoup plus dans un profil de chef d'orchestre, de facilitation, de mise en cohérence et en connexion des différents métiers de l'entreprise. Et donc, il doit être sur une posture de coaching et pas dirigiste de ses collaborateurs. En gros, comment il va identifier quelle est la meilleure place pour un salarié à un moment donné, comment il va l'amener aussi à développer ses compétences par rapport aux enjeux de l'entreprise. Et donc, le manager qui pense qu'il a réponse à tout sur tous les domaines n'a pas forcément sa place dans l'entreprise. Il doit en revanche savoir comment construire les équipes en mode projet pour répondre à ces enjeux. Donc ce sont des postures différentes. Et donc on passe d'un développement qui était avant vertical à un développement horizontal. Mais ça pose aussi un autre enjeu par rapport à la culture d'entreprise. Comment une entreprise qui a toujours promu par un développement vertical ses managers, comment des nouveaux N-1 voient un manager qui arrive, qui a plein de compétences, mais pas forcément la compétente expertise métier pour que la greffe prenne. Donc voilà, donc il y a des enjeux aujourd'hui en termes d'intégration de nouveaux profils de managers importants, mais c'est comme ça qu'on arrivera à avoir ces sauts de performance de toute façon par rapport aux nouveaux enjeux et l'intégration de toutes ces nouvelles technologies.
Augustin, vous souhaitez réagir Juste, je pense que mes collègues à la table ronde ont déjà beaucoup dit. Simplement dire qu'on a eu 2 questions du public sur la question de l'association vraiment des travailleurs dans la réalisation des projets et sur l'enjeu clé des managers. C'est l'organisation du travail qui change et donc la fonction de management qui évolue complètement. Et je trouve ça extrêmement pertinent. Je suis assez impressionné qu'on cible là 2 des conditions vraiment clés pour que ces transformations soient une réussite pour tous et que nos entreprises ensuite brillent dans les solutions qu'elles apportent, notamment pour les besoins qu'on a évoqués au début. Merci beaucoup, merci à vous d'être venus ce matin et puis bonne visite à l'usine extraordinaire aujourd'hui.